Third speaker this morning is Dominique Khalifa, professor of history at the University of Paris Panthéon-Sorbonne and a member of the Institut Universitaire de France. He's a specialist of the history of crime, as we've heard, and of popular culture both in the 19th and 20th centuries. Among his publications, L'Encre et le Sang, Crime Narratives and Crime Fiction in the Fin de Siècle, Les Bas-Fonds, about the invention of the underworld as a social imaginary, and most recently, La véritable histoire de la Belle Époque, which was just released in January 2017. Thank you. La Joconde, Vigny, avait vocation à disparaître, à l'écran également. On va voir si Fantomas... Oh, I forgot to tell the title. Oh, I'm sorry. The Long Arm of Fantomas ou le mythe du XXe siècle. Sorry, just to check. Okay, in French. La culture populaire des 19e et 20e siècles a donné naissance à de très nombreux personnages dont la vie posthume a largement dépassé les intentions de leurs créateurs ou transcendé leur fonction initiale. Robin a parlé de Rocambole, Monte Cristo, Arsène Lupin, Chéri Bibi et beaucoup d'autres encore. À l'étranger, d'autres figures ont connu des destins plus puissants encore. Pensons à Sherlock Holmes, Tarzan, Tintin ou James Bond. Tous ces personnages ont survécu à leurs auteurs, ont franchi les frontières, ont parlé à des générations successives qui y ont puisé des ressources différentes. Ils ont suscité des reprises, des adaptations, des vocations. Pour autant, tous sont restés cantonnés dans leur sphère initiale, celle du divertissement et des industries culturelles. Le cas de Fantomas, dont je voudrais vous parler, 1911-1913, est différent et il est presque exceptionnel. Car si, à l'instar des figures précédemment citées, Fantomas est demeuré au cœur de la culture populaire et de la culture du divertissement, milliers de livres, de fascicules, de bandes dessinées, de romans photos, de films, etc., Fantomas a, et c'est sa particularité, essaimé d'emblée hors de son milieu d'origine, conquis les avant-gardes culturelles, les peintres, les écrivains, les poètes, les cinéastes, et également devenu une des icônes majeures de tous les grands mouvements culturels du siècle, du cubisme au surréalisme, de la pataphysique au situationnisme. Son emprise s'est également étendue, bien que de façon plus trouble et contradictoire, dans le champ politique, où il est devenu le symbole d'une certaine subversion des valeurs, d'une certaine subversion des formes, de l'irruption de la violence et de la décomposition de l'ordre démocratique. Qu'un héros de roman populaire parvienne ainsi à se hisser au rang d'icône culturelle et politique, que cette promotion soit durable jusqu'à nos jours, qu'elle fait sens au-delà des frontières de la France, me semble être un phénomène assez unique et assez original du XXe siècle. Il y a, à mon sens, et c'est ce que je voudrais vous prouver, un mythe Fantomas, un mythe au sens fort du terme, à savoir celui d'un récit de fondation, oral, collectif, porteur de représentation où la fiction et le fabuleux se mènent et qui nous dirait quelque chose de très fort sur notre histoire et sur le XXe siècle. Quelques mots rapides pour vous expliquer ce qu'est Fantomas. C'est tout simplement une suite romanesque, 32 volumes. Vous verrez apparaître un certain nombre d'images là qui ont été produites par une jeune artiste contemporaine. Ce sont des images du 2017 qui prouvent que le mythe est encore très vivant et qu'il continue à produire des images. Elles paraîtront au fur et à mesure. Un roman 1911-1913 par deux auteurs, Pierre Souvestre et Marcel Alain,
Plus tard, Marcel Alain écrira des romans seuls, mais peu importe, 32 volumes initiaux, originaux, publiés entre 1911 et 1913. Et un roman pas si original que cela. En dépit de la couverture très célèbre, le roman Fantomas, c'était une histoire comme beaucoup d'autres furent inventés en ce début du XXe siècle. L'éditeur voulait des romans policiers où il y ait un criminel et des héros, des justiciers. Les auteurs ont fait un roman criminel dans lequel il y avait un héros et des aventures non-stop qui racontaient la poursuite infernale de cet auteur. Mais il y en avait des dizaines d'autres. Et rien, finalement, dans ce Fantomas n'individualise aussi clairement cette figure par rapport aux autres, Zygomar ou beaucoup d'autres qui existaient à la même période. À la même période. Rien de neuf, on n'est pas loin du rocambole que Robin évoquait, on n'est pas loin de Zygomar, on n'est pas loin de beaucoup d'autres de ses romans. Donc ce n'est pas le roman en lui-même qui explique l'originalité exceptionnelle de cette figure. Alors qu'est-ce que c'est ? Deux autres éléments d'entrée de jeu importent. D'abord, le cinéma. Parce que dès 1911, le grand réalisateur Louis Feuillade dès 1913, va produire 5 films qui ont connu un succès extraordinaire, évidemment, sur le moment, mais qui surtout ont été, vous le savez, Feuillade est un auteur extrêmement important dans l'histoire du cinéma, qui ont été pensés, perçus, vécus, notamment au travers des scènes extraordinaires que Feuillade filme dans Paris de 1913, Paris de 1914, et dans lequel on a voulu voir les prémices de tout ce grand mouvement du réalisme poétique ou du fantastique social que la suite des opérations allait montrer. Ces films sont effectivement des films extraordinaires pour l'histoire mondiale du cinéma. Et ils ont joué un rôle fondamental aussi dans l'engouement, dans la fascination de ce personnage pour les intellectuels. Le deuxième élément, ce sont les intellectuels, les artistes. Vény parlait d'Apollinaire, il n'a pas seulement été inculpé dans l'affaire de la Joconde pour le vol, il n'a pas seulement été fasciné par le héros américain Nick Carter, il a également été fasciné par Fantomas et derrière Apollinaire. Et tous les artistes du bateau Lavoir, Max Jacob, Utrillo, Juan Gris, et tous ces artistes, cette avant-garde intellectuelle et artistique de Paris 1911, 1912, 1913, tous se sont fascinés pour Fantomas, tous ont effectivement rendu très vite un culte à une œuvre d'imagination dans laquelle Apollinaire voulait voir sans doute l'une des plus grandes œuvres d'imagination que le siècle puisse donner. Et ça continue au travers de cette artiste contemporaine Camilla Farina dont je vous reparlerai tout à l'heure. Cette extraordinaire invention immédiate, mélange détonnant, n'a surtout pas été un feu de poudre. Il survécut non seulement ce mélange à la Grande Guerre, et il s'est imposé tout au long du XXe siècle. Pas tellement à cause des romans. Les romans ont continué à être édités et ils ont vécu l'histoire que la littérature populaire connaît et vit généralement. C'est-à-dire qu'on les a réédités en les coupant, en les abrégeant, en les tronquant, en les mutilant, comme on le fait généralement avec tous les romans de la littérature populaire, sans intérêt et sans respect pour le texte. Car ce texte, finalement, importait peu aux éditeurs. On en fit des bandes dessinées, on en fit des romans photos, on en fit même des fascicules pornographiques. Bref, tous les types de produits, effectivement, qu'il est courant d'exploiter dans les industries culturelles et dans la culture de masse. Le cinéma fit de même, c'est une petite dizaine de films, plus ou moins bons, de après Feuillade et jusqu'à nos jours. Dernière en date, en 2012, il était prévu de faire un grand film avec Jean Reno et Vincent Cassel dans le rôle de Fantomas, qui n'a jamais vu le jour. Ça, c'est pas très important. Plus important, la perpétuation du volet poétique et intellectuel et artistique. Apollinaire, vous le savez, meurt en novembre 1918 de la grippe espagnole. Mais la voix du poète, qui avait forgé en 1917 le mot sur-réalisme, résonna très fortement dans la jeune génération qui survint. Ce qu'Apollinaire avait pointé dans Fantomas, l'écriture invertébrée, les mots, 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 les mots,
l'imagination délirante, le pittoresque naïf, et surtout l'outrance et la surenchère, hein, qui faisait buter le réel sur sa transgression poétique. Tout ce qu'Apollinaire avait vu fut évidemment célébré à grands frais par les nouvelles avant-gardes culturelles et poétiques du début du siècle, Dada en premier lieu, et bien sûr les surréalistes. Aragon, Breton, Soupeau, Desnos, Perret, Cocteau et beaucoup d'autres firent du personnage de Fantomas l'héritier de Lautréamont, le cousin de Rimbaud et de Jarry, le demi-frère d'Apollinaire. Et l'inventeur de l'écriture automatique, puisque les textes de Souvestre et Alain n'avaient pas été écrits, mais dictés au dictaphone. Les peintres firent de même après Juan Gris, Max Ernst, Yves Tanguy, Victor Brauner, Clovis Trouille et surtout, bien sûr, René Magritte consacrèrent des toiles très célèbres à Fantomas. Ça, c'est la nouvelle, Camilla. Mais voici, bien sûr, une des très célèbres Magritte ou le très célèbre Retour de flamme que peint Magritte au début de la Seconde Guerre mondiale. En 1936, le poète et peintre et cinégraphe surréaliste belge Ernst Moorman consacrait un film qui est, Monsieur Fantomas, 280 millième chapitre, considéré comme le chef-d'œuvre du cinéma surréaliste. Et cela continuait, passaient les guerres et les années. Jacques Prévert et Raymond Queneau assurèrent le relais vers les nouveaux poètes des années 1950. Et Fantomas, qui était devenu une des grandes figures du collège de pataphysique, présida à la création de l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, inspirant Queneau, François Le Lyonnais, Georges Perec, Loël Arnaud et toutes les grandes figures de l'Oulipo. Inspirant aussi toute la mouvance post-surréaliste belge, notamment André Blavier ou Théodore Koenig, qui consacrèrent à Fantomas une revue, PH, Fantomas, de 1953 à 1980. Et cela ne s'arrêtait pas. Guy Debord et plusieurs situationnistes reprirent le flambeau jusqu'à nos jours. Des poètes, des peintres, des écrivains continuent aujourd'hui de rendre un hommage aux héros de Souvestre et Alain, qui continuent d'incarner à leurs yeux la provocation et la modernité du siècle. Et grâce à Robin, en 2011, nous fûmes un certain nombre d'amis de Fantomas dans la librairie City Lights de San Francisco à rendre un culte aux héros de Souvestre et Alain, Fantomas by the Bay. Le plus dur à gagner avait été le tournant des années 1960. Vous savez, dans les années 1960, l'environnement culturel et social qui avait été celui de la Belle Époque disparaissait peu à peu. Paris le cédait au Alphaville de Jean-Luc Godard. La ville ancienne, la ville de la Belle Époque, commençait à avoir son lot de voies express, de front de scène ou de forum des halles, et la révolution sexuelle qui apparaissait commençait à dénuder la maîtresse de Fantomas ou la fille de Fantomas. Alors que la plupart des autres figures nées à la fin du 19e ou au 20e siècle, comme Rocambole, s'effaçaient un petit peu de nos imaginaires, Fantomas, lui, franchit allègrement et très facilement cette étape. Notamment grâce au film d'André Hunebelle, les fameux Fantomas des années 1960, 64, 65, qui furent unanimement décriés par tous les amateurs. C'est horrible, c'est une trahison, c'est horrible. Évidemment, c'est une trahison. Cela devait beaucoup plus à la culture kitsch ou à la culture pop des années 1960, ça devait beaucoup plus à James Bond ou à OSS 117 ou à L'Homme de Rio qu'à Fantomas. Mais cela eut un immense succès et permit au personnage de franchir une étape culturelle majeure pour s'imposer dans la deuxième moitié du XXe siècle. Le Fantomas de Hunebelle n'était pas celui de Souvestre et Alain, n'était pas celui de Feuillade, n'était pas celui des poètes et des peintres, mais il rechargea le mythe et lui donna une autre dynamique, surtout qu'au même moment, d'Italie, 1962, arrivait Diabolique, autre incarnation de Fantomas, suivie de Criminal, autre incarnation de Fantomas, ou encore même du Fantomas mexicain,
1962, en blanc, qui était un espèce de justicier qui allait lutter contre les oligarques et le pouvoir au Mexique en rajoutant à Fantomas une touche de subversion politique très gauchiste, comme c'était évidemment de mise dans les années 1970. La figure résistait et s'adaptait. C'était aussi vrai dans le domaine politique. On avait longtemps identifié Fantomas à Bono et aux illégalistes anarchistes. Par la suite, on continua à utiliser politiquement la figure de Fantomas. Durant la Première Guerre mondiale, le célèbre romancier sentimentaliste Georges Genet avait identifié le Kaiser Guillaume II comme Fantomas. Un célèbre aviateur allemand fut aussi identifié à Fantomas, et par la suite ça continuait. Sans doute connaissez-vous cette affaire extraordinaire d'espionnage soviétique en France entre 1927 et 1932, où un groupe extrêmement important d'espions soviétiques en accord avec le Parti communiste français dans les usines d'armement français furent découverts. Il s'appelait tout simplement le réseau Fantomas. Et lorsque la cagoule, à l'extrême droite cette fois-ci, fut créée en 1936, on sait très bien que la figure auquel il pensait, dans les réunions où les hommes mettaient des cagoules, était la figure de Fantomas. Et cela a continué également. Je vous rappelle qu'en septembre 2001, lors de l'attentat du World Trade Center à New York, on a qualifié Oussama Ben Laden de nouveau Fantomas, Fantomas du monde arabe, Oussama Ben Fantomas. Alors comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait de Fantomas quelque chose de particulier? Qu'est-ce qui fait qu'il arrive à susciter cet intérêt culturel, artistique, intellectuel, politique que les autres ne peuvent pas? C'est ce que je voudrais évoquer très vite dans le dernier point, l'épopée et le mythe. Comment interpréter? La première explication doit être cherchée dans la dimension épique du personnage, du texte original. Fantomas, c'est l'Énéide des temps modernes, aurait dit Blaise Cendrars. Ce n'est pas vrai. Blaise Cendrars n'a jamais écrit cela, ça a pourtant été répété dans toutes les préfaces. C'est un éditeur, Francis Lacassin, qui a inventé cette formule en 1978. Blaise Cendrars avait simplement comparé Fantomas au texte d'Homère, à l'Iliade. C'est pas mal quand même, hein, l'Iliade aussi. Hein. J'avais moi-même dans un article assez ancien, et sans que personne ne le remarque, attribué cette phrase à Cocteau. Donc on peut l'attribuer à qui on veut, car le fait est qu'il y a une dimension épique, et Robert Desnos, lui, parla très clairement, effectivement, dès 1924, effectivement, de l'épopée de Fantomas, une épopée, Camilla toujours, une épopée qui a bien sûr à voir avec Paris, et vous n'êtes pas sans ignorer combien Paris, depuis le milieu du XIXe siècle, a été au cœur d'une vision mythique qui a dynamisé en quelque sorte et porté Fantomas. En s'immergeant dans Paris, objet d'une autre fascination, Fantomas se facilitait la tâche et pouvait récupérer à bon compte toute la dynamique imaginaire liée depuis Sébastien Mercier ou Balzac à cette cité sans pareil. Mais l'épique chez Fantomas ne procède pas seulement du décor, il est partout dans le cycle. La succession échevelée des aventures, la démesure, l'excès, la puissance d'imagination fabriquent incontestablement de l'épopée. L'hyperbole tient lieu de registre ordinaire. Toutes les figures centrales du roman sont des héros au sens épique du terme, aux compétences et au destin fabuleux. Ils incarnent non pas des personnages, mais des fonctions, échappent aux règles ordinaires du monde social comme aux règles du monde physique. Ils sont tellement exceptionnels qu'ils forment une famille. Fantomas a une fille, Hélène, et un fils, Vladimir, une maîtresse attitrée, Lady Beltane, et si l'on ajoute l'amour que se portent Hélène et Fandor, le journaliste, nous sommes dans un roman familial. D'ailleurs, y compris le policier, Juve, on découvre à la fin du cycle qu'il est le frère jumeau de Fantomas. Il y a là bien sûr une constante de la tradition feuilletonesque. Tous les grands feuilletons et cycles du 19e siècle sont remplis d'enfants perdus, d'enfants retrouvés, de disparitions, de substitutions, de filiations et d'héritages mystérieux. L'énigme des origines, qu'elle se décline sur le thème de l'enfant trouvé, du bâtard ou des deux orphelines, sont au cœur effectivement du roman populaire. Tout roman populaire est un roman familial au sens psychanalytique et littéraire du terme.
Mais dans Fantomas, c'est pire, tous les personnages incarnent des fonctions propres. Lady Beltham, par exemple, la maîtresse de Fantomas, c'est la femme séduite qui va payer pendant 32 volumes la faute, par le calvaire coupable, la faute qu'elle a connue au début. Hélène, la fille de Fantomas, occupe une position plus classique, c'est la victime, ballottée d'épisode en épisode. Fandor, l'amoureux d'Hélène, est aussi un rôle convenu. C'est l'homme qui, grâce aux épreuves qu'il traverse et au mariage qu'il contracte in fine, aura effectivement acquis la stature de héros. Ces affaires de famille contribuent à faire basculer le roman dans la dimension de l'épopée. Les 6 héros sont comme des personnages fabuleux et immortels, engagés dans les luttes incessantes d'une Olympe moderne. L'une aime un monstre, les 2 frères se déchirent. Le fils nourrit une flamme incestueuse pour la jeune sœur, laquelle encourage les travaux innombrables d'un jeune demi-dieu. Du haut de leur Olympe, ils observent et commandent les dérisoires agissements des milliers de mortels, apaches, policiers, victimes innocentes, figurants, simples passants ou nous-mêmes, lecteurs, qui nous agitons en tous sens dans le monde d'en bas. Leurs désirs, leurs combats, leurs courroux organisent notre quotidien. Le récit est infini. Puisqu'ils sont immortels, la fiction est interminable, puisqu'elle ne fait qu'agencer les structures et les motifs archétypaux qui régissent nos imaginaires. Cette dimension est décisive et contribue à faire de ce roman si moderne par ailleurs une vaste rêverie primitive et archaïque, emplie de présages, de courroux, de colère et de courroux formidables, de destruction et de refondation. Ça, c'est l'épopée. Et Fantomas va plus loin, et de l'épopée passe au mythe. Et un mythe, c'est plus que cela. Un mythe au sens propre, un grand récit, oral, collectif, sans origine clairement attestée, mais dans laquelle la fable et l'histoire se conjuguent pour nous rappeler qui nous sommes, nous rappeler à l'ordre, aux grands principes qui fondent notre civilisation et en entretiennent la mémoire. Il conjugue le mythe, l'origine, le destin et le pensable, il sous-tend le devenir. Fantomas relève de ce type de récit. Sans doute a-t-il des auteurs, Souvestre et Alain qu'on a vu au départ, mais on sait combien le texte relève d'une grande parlerie qui était celle que l'on entendait sur le boulevard, Robin sait ça mieux que moi, sur le boulevard en 1911-1913, et combien leur parole fut prolongée, amplifiée, déformée, renouvelée par les centaines d'autres, de poètes, de cinéastes, d'écrivains, de bandes dessinées, etc., qui jusqu'à nos jours en ont infléchi le contenu. C'est pour ça que André Hunebelle, même si ses films sont très mauvais, est aussi important que Feuillade, dont les films sont magnifiques. C'est pour ça que Cino del Duca, l'éditeur italien des romans photos très mauvais des années 60, est aussi important que Apollinaire ou Desnos dans cette histoire. Car tous, un jour, nous parlèrent de Fantomas comme d'un personnage de mythe. Mais comme tout mythe, celui-ci est une fable qui doit interroger le mystère de nos existences, qui doit évoquer un destin, qui doit nous suggérer un sens. Mais quel destin ? Quel sens, Fantomas nous dit-il? Celui du mal, tapi en nous, et qui gangrène la société? Oui, il y a de l'ange déchu en Fantomas et dans sa nature romantique de génie du crime. Napoléon disait à Hugo, « J'aime Dieu ». Fantomas, lui, gêne Satan, gêne le diable. Mais avions-nous vraiment besoin d'un nouveau Satan? Il y en avait beaucoup d'autres. Et puis ça serait rabattre beaucoup la figure de Fantomas. Serait-ce alors un destin plus moderne, plus technique, plus technologique, plus culturel, comme par exemple le cinématographe, comme estimait André Malraux, qui en 1940, dans son célèbre Esquisse d'une psychologie du cinéma, écrivait « Le mythe commence à Fantomas ». Oui, la chose est vraie, assurément, il y a du Fantomas dans le mythe du cinéma. Mais Fantomas fait plus que cela, il nous dit plus que cela. Le mythe qu'il incarne a ceci de singulier qu'il n'ignore pas l'histoire. Il en fait sa matière. Il ne nous parle pas de la création du monde, il ne nous parle pas de la nuit des temps, mais de ce moment précis, le début du XXe siècle, qui s'impose à la conscience de tous comme le point de départ d'un nouvel ordre du temps. De ce siècle des extrêmes, dont à mon sens nous ne sommes pas sortis. Le XXe siècle, Fantomas nous dit à la fois la naissance et la mort. Il annonce avec fracas l'ère des ébranlements majeurs, le vacillement des systèmes axiologiques, le règne de l'énergie et de la phénoménologie. Il nous dit, sans doute,
l'enthousiasme d'un temps qui a tout d'un coup élargi aux dimensions de la planète. Fantomas voyage beaucoup, il va dans toutes les parties du monde. Il nous dit un monde gagné aux certitudes de la paix, vivifié par le progrès de la science, vivifié par le progrès de la technique, vivifié par le plaisir de la consommation, mais tout chez lui est biface, presque monstrueux. Tout exacerbe la teneur de cette modernité dont Marshall Berman avait souligné la guerre les contradictions fondatrices. Le nouveau merveilleux dont nous parle Fantomas est enflé de menaces. La ville, qui fait rêver, Paris, est aussi un cauchemar. L'électricité, l'automobile, le téléphone qu'il utilise en permanence sont autant d'oiseaux de malheur qui annoncent le crime sans visage, la destruction, le naufrage. Les deux frères ennemis, Fantomas et Juve, périssent dans le gigantique, c'est-à-dire bien sûr dans la modernité absolue et fait sombre avec eux. L'avenir qu'énonce Fantomas est celui d'un tourbillon où l'adhésion sans faille au progrès porte en elle-même la certitude de sa destruction. Oui, comme l'avait pressenti Alexandre Viala dans une des chroniques de la montagne, ce siècle, le XXe siècle, est une invention de Fantomas. Ici, il a le visage absurde et sanguinaire du criminel. Ici, on ne se contente pas de tuer, on entre dans un univers où tout ce qui est solide se dissout dans l'air. Fantomas est à la manœuvre dans un tourbillon devenu pérenne, dominé par le trouble et par l'angoisse. Il s'y meut facilement, il en épouse les rythmes, il en élargit des failles. C'est pourquoi Dada et les surréalistes ne s'y trompèrent pas et reconnurent en lui la matrice du XXe siècle. Le bon docteur Freud, lui-même, ne s'y trompa pas. Dans un texte, La psychanalyse en matière judiciaire, où il écrit ceci: deux auteurs français viennent de créer un personnage meurtrier dont l'étude serait, à mon sens, tout à fait intéressante. Fantomas subsume en son être tous les lieux communs du XXe siècle, la science, la guerre, la révolution, le profit et la consommation, les massacres et les génocides. Il relève la nature catastrophique de ce temps, passé, présent et futur emmêlés, qui réside dans l'instabilité, la menace permanente, la destruction programmée de ses valeurs fondatrices. Mais il fait plus encore. Tout ceci, il l'exprime dans un style qui abat les frontières entre le haut et le bas, le légitime et le populaire, le réalisme et l'extravagant, l'original et le sériel, révélant ainsi l'artificialité des hiérarchies culturelles. Sa forme même, initiale comme seconde, entremêle l'art et la trivialité, la pulsion créatrice et la reproduction, autre monstruosité fondatrice enfantée par le XXe siècle. Et enfin, perversité suprême, il énonce tout cela sous le signe de la poésie, c'est-à-dire du seul discours qui soit irrévocable. Et quelques Camilla pour finir. Merci.